Merci à vous tous. Merci à Orléans. Merci à Monsieur le maire qui est là ce soir. En arabe, il y a une phrase qui dit « Wa akhiratuha misk ». Omar, vous devez comprendre, qui veut dire « Et la fin, c'est du musc ». Et donc, merci de donner presque la fin de cette rencontre, le dernier mot aux artistes, aux cinéastes, aux poètes, parce qu'on croit souvent que c'est peut-être la finance, la politique, les institutions qui font le monde. En tout cas, les artistes contribuent à ne pas le défaire. Leurs rêves, leurs utopies nous sont nécessaires et nous avançons avec leurs légendes, leurs visions. Alors prenons le temps de refaire le monde avec eux. Alors je vais vous les présenter l'un après l'autre et après chaque présentation, nous lirons un texte et après nous commencerons le débat. Je vais commencer par Omar. Alors Omar est comédien, auteur, metteur en scène libanais. Il anime des ateliers de théâtre sur toutes les formes de théâtre contemporain et tous les enjeux de la transculturalité. C'est ça ce que j'ai pu lire. Il faut me contredire si jamais je fais des fautes. Il est membre fondateur du Zoukak, qui est une troupe de théâtre. Il travaille sur des scènes arabes, sur des scènes européennes, ce qui veut dire que c'est un exemple parfait de coopération méditerranéenne. Je m'appelle Hussein. Aujourd'hui, je suis né. Je m'entraîne à mourir. Sur mes pieds, les traces de ma naissance maudite. Les orteils entremêlés. Un soleil qui tape fort sur ma tête. Et les dents qui s'arrachent continuellement, à coups de fusil. Je me baptise Hussein. Hier, je suis passé sous un char pour y faire un tour. La ville m'a chassé. Je l'ai fui, banni. Je traîne souvent aux alentours. Je ne trouve pas mon armée. Je la cherche en vain. Je ne connais que la chaleur de mes intestins, perdus, parmi tant d'autres. Je m'appelle Hussein. Je reviens du massacre où je suis né. On m'a marié de force à celle que j'aime. Celle que j'aime est blonde et stérile. Elle a dressé ma tente aux frontières de la ville. On s'écrit des lettres qu'on lance sur les ruines. Celle que j'aime ne sait pas lire. Je me tords dans tous les sens, comme un cafard qu'on asphyxie. Mon amour reste figé. Celle que j'aime est aveugle. Je m'épelle H-U-S-S-E-I-N. Ma femme est une veuve qui tisse patiemment sa robe de mariée. Celle que j'aime est enceinte. Son enfant est mort hier, aux frontières de la ville, un bâton à la main. Demain, on l'enterre. Je suis Hussein, et mon cadavre, parmi tant d'autres, traîne, loin dans un désert. Demain, je change de nom. Je viderai mes entrailles, ressusciterai mon armée. Mon père, ma mère, mon frère, mon enfant, et j'irai m'éparpiller en 1000 morceaux sur la ville. On m'appellera Hussein, celui qui vient de naître. Par 4 fois, j'ai tendu mes bras coupés. Par 4 fois, j'ai léché le trône de ces rois. C'est ma mère qui est morte et je ne m'en souviens plus. Sur son sein, des images de moi. Dans son ventre, du sable trop chaud, brûlant pour les femmes de son âge. Plus loin, son cœur dans les décombres. J'ai perdu mon nom dans la poussière. Je retrace les symboles de mon identité, les contours de ma maison. La mer morte s'ouvre et se ferme quand je crie à l'amnésie. Les papes caméléons se prosternent. Les femmes se déchaînent, les vierges se préparent. Les nouveau-nés perdent leurs allures de chérubins pour bouillir et exploser en martyrs. C'est un extrait d'un poème donc d'Omar Abiazar qui s'appelle Hussein.
Et quelle meilleure façon de présenter un auteur que par un texte aussi. Donc il faut considérer que c'est une double présentation. Et peut-être que je demanderai à Omar pourquoi ce choix. En fait, j'écris très peu. J'ai commencé à écrire ce texte en 2005 et je l'ai laissé de côté. Il était sorti un peu comme une fatalité. C'était un exercice sur qu'est-ce qu'un héros tragique contemporain dans notre région du monde, parce que je travaillais sur les tragédies grecques. Et donc j'ai commencé par ce prénom. Et puis en 2006, il y a eu les attaques israéliennes sur le sud Liban. J'ai relu ce texte et je me suis dit que peut-être je suis prophète, parce que ce que dit ce texte, c'était exactement ce que j'avais vu au sud Liban en 2006. Donc j'ai décidé de le continuer, mais pas de le continuer à partir de qu'est-ce qu'un héros, mais qu'est-ce qu'un anti-héros. Donc la deuxième partie de ce texte qui n'est pas lu commence par il est 6h30 chez moi, il ne pleut pas, il fait toujours mauvais. Et donc ça parle de quelqu'un qui est témoin de ce qui se passe à travers la télévision, alors que la première partie parle de quelqu'un qui vit ce qui se passe et qui est filmé à la télévision. Merci Omar. Je me tourne vers Sedef Esser, qui est d'origine turque, je peux toujours dire, d'origine turque, française aussi. Elle est auteure dramatique, elle est scénariste, metteur en scène, comédienne, traductrice. Vous publiez en turc et en français. Et vos pièces sont accueillies sur les scènes internationales, une vraie œuvre, ce qu'on appelle une œuvre, c'est-à-dire avec plusieurs textes, plusieurs mises en scène, et vous êtes plusieurs fois nominé pour de grands prix. Enfin, une orientale, une occidentale, une rencontre encore une fois, et un exemple illustrant cette œuvre méditerranéenne. J'y tiens, moi, à ma Méditerranée, c'est comme ça. Et j'ai la chance ce soir de me trouver avec 4 auteurs, immenses auteurs, dont l'œuvre est vraiment extraordinaire et qui sont à la croisée, qui ont leur propre territoire. Ils nous ont construit des pays hors frontières et dans lesquels nous nous retrouvons tous. Alors un texte, peut-être ? Donc c'est un extrait de la pièce de théâtre ipasseur.com de Sedef Esser. Je me souviens de mon tout premier job, je devais avoir 15 ans. J'avais fait passer la frontière à une famille de 3 personnes. Non, en vérité, ils étaient 4. Une femme enceinte, son mari et son fils. Ce jour-là, je me suis dit que c'était ça, exactement ça que je voulais faire. Nous habitions une vallée. Mes parents avaient construit une petite maison, sans le savoir, pile sur une frontière. La moitié du terrain était sur un pays et l'autre moitié sur un autre. Ma chambre, et ce n'est pas fini, même mon lit était littéralement posé sur cette ligne. Quand je dormais, la partie gauche de mon corps appartenait à un pays et la partie droite appartenait à l'autre. Comme ces enfants de musiciens qui ont forcément l'oreille, ou ces enfants de maçons qui sont habiles de leurs mains, enfants de frontière, moi, j'avais la démarcation inscrite en moi. Mon corps tout entier était fait frontière. J'ai donc développé cet amour des lignes, des bornes, des lisières, des seuils, des barrières, des délimitations, des séparations, des démarcations, et j'en ai fait mon métier. Je me suis dit, en leur faisant passer des frontières chaque jour, je rendrai heureux des millions de gens. Je savais que j'allais en faire mon métier, mais comment deviner à l'époque que la population mondiale tout entière serait transformée en réfugiés errants et que je deviendrais le seigneur des frontières? Très joli, le seigneur des frontières. Oui, alors ça c'est un texte. En fait, la frontière est très présente dans mon travail. J'ai plusieurs fictions qui ont déjà, enfin les titres déjà. J'ai une pièce de théâtre qui s'appelle Sur le seuil, une autre qui s'appelle À la périphérie, un long métrage qui s'appelle Entre deux rives. Enfin, ipasseur.com, c'est l'histoire. Donc c'est une dystopie que j'ai écrite il y a 2 ans. Le prologue, c'est une
porte-parole des Nations Unies qui nous prévient que elle dit j'ai le regret de vous annoncer que les Nations Unies n'existent plus, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus que vos smartphones. Et donc, dès qu'il y aura un conflit ou une catastrophe écologique, vous allez partir d'un coin à l'autre. Et pour ce faire, vous n'avez plus que vos téléphones portables et lui, epasseur.com. Et lui, c'est donc ce personnage assez glaçant qui a créé un start-up et qui suit la population mondiale entière à travers les traces qu'ils ont laissées dans leur portable, par WhatsApp, par Facebook, par Twitter, par... tout ce qui est dans nos smartphones. Donc ça c'est la partie évidemment un peu froid, un peu liée à l'écran, etc. Mais après on entre à l'intérieur des portables de chacun des personnages et là on est dans l'humain, on est avec 3 femmes qu'on suit, on suit leur périple. C'est ça l'histoire. Merci. Je vais passer à notre grand poète. Je lui ai demandé, pour ne pas faire d'erreur sur son nom, si je pouvais pratiquer le terrorisme de la familiarité en l'appelant Jean-Luc. Il m'a dit non, il faut absolument que vous prononciez mon nom. Et alors je dis Rarimanana. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc alors, vous êtes né à Madagascar, vous avez écrit sur la corruption, sur l'injustice, sur les sans-dents, sur l'histoire de votre pays et l'insurrection de 1947. Qui a été réprimé par le sang. Vous avez écrit des nouvelles, des romans, et vous avez eu beaucoup de prix. J'y vais, vous avez compris, ce sont des gens qui n'ont pas besoin vraiment que je les présente parce qu'ils sont connus. On lira un texte, peut-être, qui vous donnera l'illustration de ce qu'il a aussi. À vous, d'ici, pensez le monde. La chaleur est comme une deuxième peau et se moque littéralement de toutes ces questions. Sombrer dans cette apathie où respirer devient un art est bien plus important. Je guette sur le mur les mouvements du gecko dont seuls les yeux bougent. Il est bien le seul être capable de respirer dans cette pièce. Son immobilité est sans doute relative. Le temps lui appartient, ce temps qui m'oppresse, interminable. D'ailleurs, j'ai failli oublier combien ici on vit différemment le temps. Vivre hors du pays m'a changé. Courir, prévoir. Cela permet-il de réellement maîtriser les jours et les événements? Les choses arrivent forcément car l'immobilité ne peut être, car l'immobilité est contraire à la nature même, contraire à l'homme, contraire au temps. Le gecko l'a bien compris. Lui qui bondira tout à l'heure, attrapera sa mouche, son moustique, sa bestiole, sur ce mur nu, sur ce mur où rien ne devait se passer. Oui, pourquoi se presser? Pourquoi cette velléité de maîtriser le temps dans un pays où chaque instant est chargé de misère? De ce temps, en faire plutôt un allié. Le temps ouvre toujours les portes, le temps nous aménage toujours une plage de possibilités. Alors, quand ces clandestins nous affirment que c'est toujours possible de traverser les continents, de traverser les mers, de franchir les frontières, de défier les murs, les balles et barbelés de Ceuta, de Gibraltar, je veux bien les croire. Nul ne maîtrise le temps. L'Occident a tort de croire qu'en cadenassant l'espace, il maîtrise le temps et l'histoire. Ériger le vide au bout des traversées n'abolit pas de l'espérance au temps. Le temps qui donnera, qui permettra qu'un jour, merci. Alors c'est un extrait d'un poème de Jean-Luc Rarimanana, Le temps du gecko, qui fait partie du recueil Les cauchemars du gecko. Le contexte de ce poème, c'est paradoxalement, c'est l'échec d'un autre projet qui a démarré ce texte-là. Et c'était un projet de documentaire sur la, comment dire,
qu'on va dire la terre de mes ancêtres. Quand on dit terre des ancêtres à Madagascar, c'est le tombeau où le grand ancêtre qui a donné naissance au clan est enterré. Et c'était un endroit qui a été privatisé pour la pisciculture des crevettes, des choses comme ça. Et donc ça a suscité beaucoup de tensions entre les économies, enfin les entreprises, l'État et puis la population qui a été déplacée et les coutumes qui étaient complètement ravagées à ce moment-là. Donc je voulais travailler à cet endroit-là et puis les choses se sont très mal passées. Il fallait absolument pas filmer et la question qui se posait pour moi c'était est-ce qu'il fallait continuer à filmer en mettant en danger des gens alors que moi je pouvais partir. J'avais la possibilité d'être en France, j'avais la possibilité d'être à l'abri et que après mon passage, qu'est-ce que je vais laisser? Est-ce qu'un film vaut la peine? Et c'était très, très dur de prendre cette décision. Et finalement, ce sont les événements qui ont fait que le projet a été abandonné. Donc à ce moment-là, j'étais comme décrit dans ce livre-là. Il faisait très chaud et puis il y avait un gecko qui était là sur le plafond et qui était en train de me parler. Le gecko, c'est cet animal qui se pose au plafond en le confondant souvent avec le lézard, mais ce n'est pas un lézard. Et donc, je me suis dit, toi qui as les yeux ouverts tout le temps, qu'est-ce que tu vois du monde? Toi qui ne bouges pas, qu'est-ce que tu vois des mouvements des hommes? Et quel est le temps que tu poses? Quel est ce temps que tu prends à observer le monde? Et à partir de là, je me suis mis dans ce temps de gecko et en me disant, mais je vais ouvrir les yeux, je ne vais pas fermer les yeux et je ne vais pas fermer je ne vais pas avoir de paupières. Pardon. Merci. Alors, Catherine Lemley, vous faites en sorte que les films existent. Catherine fait en sorte que les films existent. Camille, pardon. Ça marche? C'est bon? Alors, parce qu'elle est productrice, coproductrice, vous êtes notamment avec l'association des films d'ici. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est exactement. Et vous avez à votre actif plusieurs films, dont Foukomari, Par-delà Lampedusa, ce qui nous rappelle quand même une forme de migration qui a existé à partir de 2011, et notamment de ceux qui sont arrivés via Lampedusa, via l'Italie. Vous avez fait un film avec le Syrien Oussama Mohamed qui s'appelle Eau argentée, et le film de Moghrabi, si je prononce mal, vous me dites aussi, qui sera projeté d'ailleurs tout à l'heure, et vous aurez peut-être l'occasion de le pré-présenter avant qu'on puisse aller le voir. Vous vous êtes aussi intéressé au thème des demandeurs d'asile africains, qui est dans ce film. Et ça a été plus ou moins une rencontre avec l'Orient que vous nous raconterez aussi tout à l'heure. Le choix de texte de Camille Lemley est un texte de Avi Moghrabi pour le film Entre les frontières. J'ai beaucoup de mal à admettre que mes compatriotes israéliens ne soient pas capables de s'identifier à nos réfugiés africains. Israël a été créé pour être un havre de paix pour les réfugiés juifs. Si ce qui est arrivé aux Juifs d'Europe n'avait pas eu lieu, et si ceux qui ont été épargnés n'avaient pas eu besoin d'avoir une terre, les Nations Unies n'auraient probablement pas voté la partition de la Palestine pour créer un État juif. J'ai grandi en pensant que la tragédie subie par les Juifs d'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale n'appartenait pas à eux seuls, et que cette protection qu'auraient dû leur assurer les autres peuples à l'époque, ils se devaient de l'assurer à leur tour aux peuples opprimés aujourd'hui. Pourquoi le sort de ces demandeurs d'asile érythréens, parqués comme des bêtes près de la frontière égyptienne, n'a-t-il pas soulevé la sympathie ou la compassion de mes compatriotes ?
Pourquoi cette histoire n'interpelle pas notre conscience collective, que nous soyons juifs d'Israël ou d'ailleurs? Je l'ai déjà raconté. Ma mère avait 5 ans lorsqu'elle a fui l'Allemagne en 1933. Aujourd'hui, elle me demande pourquoi je m'intéresse tant à ces réfugiés africains. J'ai beau lui répondre que je vois en eux la petite fille qu'elle a été, une réfugiée dont personne ne voulait, mais qui, par chance ou par miracle, a pu trouver refuge en Palestine, où elle vit aujourd'hui encore, et où elle m'a donné la vie, rien n'y fait. Je ne suis pas une réfugiée, répond ma mère. Tu n'as pas été une réfugiée? Mais alors, tu étais quoi? Tu avais un passeport? Non, j'étais apatride. Est-ce que tu aurais pu émigrer n'importe où? Tu es fou? Personne ne voulait de nous. Par chance, Tante Mania a pu nous fabriquer des papiers britanniques, sans quoi nous aurions fini comme mon grand-père, oncle Izzy et Tante Dora. Et tu ne vois toujours pas pourquoi je trouve des similitudes entre ton histoire et celle de ces Africains qui cherchent refuge en Israël? Ça n'a rien à voir. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais poser une question à vous quatre, qui vous permettra peut-être de parler en même temps de votre parcours. C'est comment l'art, comment la littérature, comment la poésie, comment le cinéma se saisissent de la question de la frontière et quelle importance elle a dans votre œuvre. Omar, si vous pouvez commencer. D'accord. Bon, il y a un sens pratique, c'est-à-dire où est-ce qu'on va travailler. Et il y a un sens aussi qui est également pratique, mais beaucoup plus théorique, c'est comment on commence à créer. Parce que quand on commence à créer dans notre compagnie, on se positionne toujours à un endroit, que ce soit notre corps qui se positionne sur la scène en face d'un public, ou que ce soit notre corps et nos idées qui se positionnent en face d'une responsabilité. Et en tant que gens de théâtre, pour nous, la scène est un endroit où on peut contrôler toutes ces responsabilités. C'est-à-dire, on ne doit jamais, pour nous, se positionner à un endroit où on n'est à aucun moment innocent de ce qui se passe ou victime de ce qui se passe. On se positionne à l'endroit du criminel et de la victime. On se positionne aux endroits de toutes les responsabilités. Et comment est-ce qu'on est arrivé à cela? En fait, c'est qu'en 2006, quand on a créé la compagnie, on était très contents parce qu'on s'était dit, maintenant on est une compagnie de théâtre, d'ici quelques années, on va faire Avignon, on va faire les grands festivals, ça va être génial, on va être sur le marché de l'art et tout cela, et boum, bombardement sur le Liban, il n'y a aucun lendemain, on ne peut rien faire parce que le Liban était complètement paralysé. Donc 1 million de réfugiés qui viennent du sud Liban fuyant les bombardements et qui s'installent dans les écoles et dans les parcs publics, le seul parc public qu'il y a à Beyrouth. Et nous qui n'avions pas un sou et même pas une expertise, parce que 4 ans d'université libanaise au Liban, on n'apprend rien en fait. Et donc on est descendu dans ces camps de réfugiés, c'était pas des camps, dans ces lieux où les réfugiés étaient installés, et on a fait la seule chose qu'on savait faire. Et en même temps, donc, on travaillait avec les enfants, on faisait du théâtre, on créait des pièces de théâtre qu'on présentait après au reste des personnes présentes là. Et donc on avait des histoires d'enfants qui nous parlaient de la mort qui vient par le ciel, alors que nous étions complètement protégés parce que à Beyrouth, ça dépend dans quelle rue tu es en parlant de frontières. Tu sais si tu es bombardé ou pas. C'est-à-dire si tu es si tu es là, où on est bien là, tout est calme, mais par contre, sur la place en face de la cathédrale, il peut y avoir une bombe. Et on sait que ça va tomber là-bas. Ça dépend de la religion des gens dans ce quartier-là. Donc on avait ces histoires-là qui sortaient, la mort qui vient par le ciel, les pauvres enfants libanais qui sont en train de mourir partout. Et en même temps, on avait le discours diabolisant d'Israël, bien sûr, à juste titre, quelque part,
mais ça ne nous permettait pas de réfléchir. On n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qui se passait. Il y a une absurdité telle, et non pas seulement au Liban, mais je parle sur la planète entière, politique, où aucun discours politique de nos jours est capable de nous faire sortir à aucun de nous ou à aucun peuple de la misère et de la crise dans laquelle on est. Toute la planète est en train de vivre une crise continuelle et on délègue tous cette responsabilité aux politiciens qui rejettent tout le temps la faute sur les autres et qui disent tout le temps on est innocent. Et nous sommes partis d'une croyance qui dit nous ne sommes pas innocents, nous faisons partie de la crise. Essayons de prendre une distance de cette crise. Le théâtre nous permet de le faire. Le théâtre nous permet de créer un discours politique plus juste et plus correct que n'importe quel discours politique actuellement présent sur les médias locaux et internationaux. Prenons cet outil qui est le théâtre. Allons dans les camps de réfugiés, que ce soit à Calais, en Serbie, en Suède, ou dans les 18 camps palestiniens au Liban, ou sur les zones frontalières libano- et syriennes, et créons une nouvelle narration, une nouvelle histoire. Et utilisons le théâtre pour faire ça. Donnons aux gens qui sont en train de vivre une situation de crise une parole, une distance de la crise, pour qu'eux créent leur discours politique, pour qu'eux créent leur parole, parce qu'on est en train d'habiter, on habite une planète où on nous dit quoi dire, on nous dit quoi penser, et pour nous le théâtre, ça a toujours été ça, que ce soit dans nos propres créations ou dans les contextes sociaux dans lesquels on travaille, dans les prisons, avec les femmes sujettes à des violences domestiques, dans les camps, et voilà un peu en gros par rapport aux frontières, ça répond. Et la dernière des frontières, je crois que c'est votre dernier travail, c'est la frontière, en fait, qui est instaurée autour de certaines minorités, dont les homosexuels. Et vous dites que dans nos sociétés, ce sont des gens rejetés. Comment faire en sorte qu'ils soient intégrés? Je crois que c'est votre dernier travail en cours. Oui. Notre dernier travail en cours est sur... Également, nous basons beaucoup notre travail sur les tragédies grecques. Parce que la forme de la tragédie grecque, elle est fondatrice de notre société moderne, parce qu'elle se faisait sur les fissures, entre les fractures entre le monde oligarque et le monde qui se veut une organisation sociale démocratique, disons. Et dans les tragédies grecques, il y a toujours ce bouc émissaire, qui est l'héros par excellence. Donc on est maintenant en pleine recherche de qui sont les boucs émissaires de notre société. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire de ces boucs émissaires? Parce que nous, ici présents dans cette salle, nous sommes très contents, nous sommes purs et confortables dans la société. On est tous pratiquement égaux. Alors que dans cette société ou dans chaque société, nous marginalisons des gens qui sont essentiels à notre survie dans la société. Et ça dépend dans quel contexte on parle. Je vais donner juste les exemples des transsexuels dans le monde, même en Europe, même en France, qui pour nous est la personne la plus marginalisée actuellement, les personnes les plus marginalisées actuellement dans le monde, sur qui on met un titre, et sur ce titre, on jette tous nos péchés, disons, pour parler chrétiennement, et le moment où cette personne subit une tragédie, c'est le seul moment où nous arrivons à lui donner une valeur dans un fait divers. Mais c'est le moment de purification, de la purification de nos âmes. Donc nous essayons de trouver qui sont ces gens-là, qui ne sont pas encore sous de gros titres aussi, sous d'énormes titres, par exemple. Maintenant, les réfugiés n'ont plus droit à une individualité. On ne parle plus de Mohamed, de Ali, de Carla, de Zainab. On parle de réfugiés. Les migrants et les réfugiés n'ont plus aucune spécificité. Ils sont tous morts sous ce titre-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup donner cet exemple quand on travaillait à Calais ou dans n'importe quand dans le monde. Moi ou les personnes avec qui on travaille en général, nous allons habiller en basket ou des bottes jusqu'ici.
et pour ne pas nous salir dans la boue, pour ne pas salir nos chaussures à 35 € de chez H&M. Par contre, quand nous regardons les réfugiés ou les personnes présentes dans ces camps, ils sont habillés sur leur 31. Et on se posait la question pourquoi ces gens-là sont habillés sur leur 31. Par unique souci de se différencier des autres et de ne pas tomber sous un titre. Mais nous sommes aveuglés. Nous n'arrivons pas à voir la différence entre les individus. Nous ne voyons que notre propre individualité, qui en fait n'en est pas une, parce que nous sommes complètement anesthésiés par cette individualité. Et en fait, vu de l'extérieur, des gens qui essayent de traverser les murs pour arriver jusqu'ici, on se ressemble tous et quelque part, ils nous désirent, mais n'ont pas peur de nous, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de désirer. Ils sont en train de désirer juste une peur de ce qu'eux représentent. Mais cette peur, une fois qu'ils l'auront traversée, parce que moi je suis un des privilégiés libanais, je suis capable de voyager, j'en ai pour 5 000 € de visa sur mon passeport, je viens à raison de 10 fois par an en France. Et donc, mais moi non plus, j'arrive plus à voir en fait que je suis emprisonné de ces frontières qui me protègent des autres, alors que c'est les personnes qui sont à l'extérieur qui sont complètement libres. Est-ce que vous... Est-ce que toute œuvre d'art est traversée par ce mea culpa, par cette, j'allais dire, mauvaise conscience? Non, mais je vais... je voulais que Sedef justement réponde aussi à ça, parce que peut-être qu'elle traite la chose autrement. Mais ce n'est pas une mauvaise conscience, c'est juste une distance avec une les distance, choses. Mais elle est un peu tragique, non? Vous voyez le monde dans lequel nous vivons. Mais la tragédie, c'est nous qui la vivons dans cette chambre et non pas les personnes qui sont complètement libres et qui ne voient pas qu'une frontière est une frontière. Pour eux, c'est une ligne fictive, il suffit de la traverser. D'ailleurs, ils le font. C'est vrai. Quelle est la question du coup? Alors on va passer, vous pouvez répondre à la question de l'art et de cette, ce que j'appelle moi, et Omar n'est pas d'accord, disons cette mauvaise conscience ou cette distance par rapport aux choses, mais d'une façon générale, comment votre œuvre, votre façon de créer se saisit de ce problème des frontières? Est-ce qu'il lui trouve une réponse, un traitement? Réponse certainement pas, parce que je ne suis ni sociologue, ni politologue, ni historienne, donc je ne suis pas à cet endroit-là. En revanche, oui, frontières, comme je disais tout à l'heure, dans tous mes travaux, c'est là. Mais je pense que c'est aussi une question purement technique. C'est dramaturgiquement intéressant. Donc, on ne va pas raconter une histoire où tout le monde va bien, il y a une famille avec un chien, une grand-mère et tout le monde va bien. Enfin, ce n'est pas intéressant. Donc, du coup, c'est vrai qu'on cherche des moments de rupture, des moments de discontinuité, des moments de traumatisme. Et forcément, on tombe sur la problématique des frontières et des lisières et de passage. Donc moi, effectivement, j'ai traité, par exemple, il y a une de mes pièces qui s'appelle Sur le seuil, qui racontait que des moments où on est sur un pas de porte. Est-ce qu'on va passer cette porte ou pas? Ou est-ce qu'on va rester sur ce seuil, qui est une frontière? J'ai travaillé beaucoup sur des personnages de transsexuels, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, surtout, moi, j'ai beaucoup d'amis, enfin beaucoup, j'ai des amis transsexuels, surtout en Turquie, travailleurs de sexe, donc je sais ce qu'ils subissent. Voilà, et puis aussi, ce corps transformé aussi. Voilà, les traitements d'hormones, la voix, les seins, vaginoplastie, tout ça, enfin, ophaloplastie, enfin, tout ça, c'est aussi, voilà, pour moi, c'est aussi une frontière. On est transgenre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai travaillé, par exemple, j'ai écrit une fiction de 10 épisodes pour France Culture où au moment où on passe de la vie à la mort, on arrive dans un bureau, ça s'appelle E-Ghost Company, et on va voir quelqu'un pour faire effacer ses péchés virtuels. Donc voilà, effectivement, où j'ai écrit un téléfilm pour France Télévisions qui s'appelle Comme chez soi. Donc je suis quand même effectivement habitée tout le temps par cette question de
où sont mes frontières, enfin où est la frontière de mon habitat, où est-ce que je me situe, si moi je suis au centre, où est la périphérie. Par exemple, dans ma pièce qui s'appelle À la périphérie aussi, c'était plus sur les quartiers de bidonville d'Istanbul, et puis comment on repousse à la périphérie des gens du centre par la gentrification, ce qui arrive aujourd'hui un peu partout dans le monde. Donc oui, je suis préoccupée évidemment par ces questions de frontières, mais je me dis jamais, ah tiens, qu'est-ce que je pourrais écrire comme sur la frontière. Mais dès qu'un personnage ou un thème ou une situation ou une image s'impose à moi pour que, au début de l'écriture, oui, il y a toujours une question de traverser quelque chose, une reconstruction identitaire, mais je pense ça pour tous les artistes, je crois, pour toujours dans l'écriture de fiction. Alors Camille, vous avez traversé une frontière qui est celle de l'Orient, puisque dans ces films, vous avez été amené à comprendre, vous étiez presque forcé de comprendre la complexité des guerres qui se passent là-bas. Comment ça s'est fait, cette rencontre, et comment vous vous en sortez? D'abord, c'est un tropisme, c'est un chemin. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de voix. Alors, je sais pas si c'est l'émotion des voix d'Orléans, mais je suis un peu en train de perdre la mienne. Je vais essayer de m'en sortir. En fait, c'est un long chemin, et les films, c'est une histoire d'aventure. Moi, je suis pas auteur, mais par contre, je travaille à donner voix à des auteurs et à des réalisateurs et à leur permettre de s'exprimer. Et on va dire que si j'ai passé les frontières de l'Orient, c'est à travers des rencontres, en fait. D'abord avec Osama Mohamed pour ce film Eau argentée, qui a été une rencontre très forte, et qui est un film qu'il a commencé à réaliser en 2011 au moment des débuts de la révolution syrienne. Et alors, si on était à l'intérieur d'une frontière, puisqu'on regardait un pays qui se soulevait, c'est un film qui a demandé de traverser énormément de frontières mentales et virtuelles, puisque c'est un film qui s'est fait à quatre mains entre une jeune femme qui était coincée dans le siège de Homs et Osama Mohamed, qui était bloqué en exil à Paris. Et finalement, donc, je n'ai pas rencontré toutes ces questions de frontières à travers ce que je vous disais tout à l'heure, des questions politiques ou géopolitiques, mais vraiment à travers eux, et quelque chose de viscéral. Et ce qui a eu de très beau, c'est qu'en nous livrant ce regard sur son pays et ce qui se faisait, sur leur pays, ces deux personnes finalement se sont sauvées l'une l'autre et ont passé toutes les frontières, puisque je pense que le fait de faire ce film a permis à cette jeune femme, Simav Badrakan, de survivre au siège de Homs, dans lequel elle a été enfermée pendant 2 ans, autant que ça a permis à Osama Mohamed, qui appelait cette révolution depuis plus de 30 ans, puisque c'était quand même un opposant notoire au régime, ça lui a permis de la vivre au quotidien, puisque le film est tissé de leurs échanges sur Facebook et des images qu'elle nous envoyait et qu'on récupérait par satellite. Et du coup, moi, finalement, ça a été un peu un apprivoisement, parce que c'est pas si évident, et donc une longue rencontre, et qui après vous amène aussi à d'autres regards, d'autres désirs de choix de films. Et la production et accompagner des auteurs a ça de merveilleux, c'est que nous, on peut passer toutes les frontières, puisque je peux autant accompagner Maher Abisamra, qui est un réalisateur que j'aime, c'est le Libanais, qui a fait un film qui s'appelle Chacun sa bonne, que Avi Mograbi, qui est un réalisateur israélien, et qu'à un moment donné, tout le monde se rencontre et toutes ces frontières sautent. Mais quel a été votre regard justement sur ce problème-là? Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous estimez que vous êtes de l'intérieur maintenant pour mieux comprendre les choses? Non, je suis pas. Justement, moi, je pense que j'ai finalement ce privilège d'être le regard extérieur. Et quand on produit, on est un peu le premier spectateur, et il faut garder cette chose-là. Donc, moi, je continue à rencontrer les choses à travers eux. Je me positionne, mais c'est à travers leur prisme, et pas en allant. Je lis, mais c'est pas des études que j'ai faites pour comprendre tout ça. C'est vraiment à travers des sensibilités et des émotivités que j'ai commencé à comprendre la complexité des relations au Moyen-Orient, de ce qui se passait en Syrie, et d'un pays qui a été privé de ces d'images pendant des décennies, avec d'abord Hafez el-Assad, et que d'un seul coup, cette révolution, ce film qu'on a fait, toutes ces images qui sont arrivées, des bourreaux comme des victimes, et une espèce de folie d'images très violente,
voilà, j'en ai construit ma relation, enfin j'en ai construit ma compréhension avec Oussama Mohamed, et aussi en comprenant que la nécessité de les montrer, et ce film est très dur par exemple pour parler de celui-là, et les images sont très difficiles à voir, et en même temps il y avait une nécessité de les montrer parce que c'est une population qui a été privée de toute représentation et qu'ils se la sont réappropriée au début de la Révolution. Voilà. Donc c'est sur des prismes comme ça, entre les frontières avec Aviv Mograbi. C'est pareil, je pense que peu de gens en Occident, et à Paris, en France, on entendait finalement très peu parler des demandeurs d'asile érythréens et soudanais qui passaient la frontière de l'Égypte pour rejoindre Israël. Et puis voilà, d'un seul coup, il y a un auteur qui vient me voir et qui me dit il y a 2500 personnes qui sont parquées dans un camp de rétention ouvert, qui est le camp de Holot où se déroule ce film. Et à un moment donné, je pense que moi, ce que j'ai développé au fil des années au contact de ces auteurs, c'est ce sentiment que les films sont quelque chose de nécessaire. On ne va pas changer le monde, par contre, on en donne un autre regard. Et comme les médias sont aujourd'hui de plus en plus forts et prégnants, et que l'information est non-stop, et qu'on a des chaînes d'infos en boucle toute la journée, et l'important, si ce n'est pas de changer le monde, c'est de participer à pouvoir donner d'autres regards et des possibilités de regarder les choses autrement. Ce qui est le cas de Gianfranco Rosi avec Fuoco Amare, qui est ce film qu'on a fait il y a 2 ans et qui a rencontré un beau succès, donc on est content. C'est-à-dire que même le documentaire qui s'adresse à très peu de gens peut, à un moment donné, toucher un plus grand nombre. Mais voilà, à un moment donné, c'était aller regarder ce qui se passe sur cette île, et d'abord du point de vue des gens de l'île, et pas comme les médias en parlent, avec effectivement ces bateaux qui coulent au large des côtes, et il est allé regarder et poser la problématique différemment. Et voilà, je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui dans les films qu'on fait. Ça me rappelle sur cette histoire de bateau et comment les artistes en fait traitent cette question de migration et de frontières. Il y a une Tunisienne qui est en ce moment en train d'essayer de faire la migration à l'envers. Il va y avoir la Biennale de Venise. Et elle va demander à quelques artistes internationaux, elle va les mettre dans un bateau et elle va leur faire traverser la Méditerranée dans le sens contraire pour aller en Tunisie. Et ça rejoint un autre projet qui a été fait à Beaubourg il y a quelques mois, où il y a quelques illuminés, parce que les artistes restent quand même comme ça pour certains, qui se sont dit on va fonder la nation de la migration, et ils ont même commencé à plancher sur une constituante de cette nation de la migration. Alors, Rari Banana, en quoi la poésie s'empare de ce thème des frontières? En quoi elle reconstruit le monde? Parce que la poésie n'a pas de frontières. La poésie éclate tout, et la poésie, c'est toute possibilité de parler, de dire, de s'exprimer, de rêver, d'inventer. Tout est possible en poésie. Et surtout lorsqu'il vous avez la possibilité d'avoir plusieurs langues d'écriture, ça multiplie encore les possibilités de dire. Et moi qui utilise 2 langues d'écriture, je me rends compte que j'ai un monde infini devant moi, et que j'ai pas assez de vie justement pour écrire tout ce que j'ai envie d'explorer, d'aimer, oui, d'aimer tout simplement aussi. Mais la question de la frontière aussi, mis à part la poésie, pour moi déjà, je viens d'une île. Et une île a-t-elle une frontière, des frontières ou pas? Donc la question de la frontière a toujours été quelque chose de très étrange pour moi, parce que effectivement, frontière suppose un pays voisin. Et Madagascar, nos pays voisins, il faut nager pour aller rencontrer l'autre. Et l'autre qui est le plus proche de nous, c'est le Mahorais, donc Mayotte. Mais en même temps, les Mahorais, c'est des Malgaches comme nous.
C'est-à-dire que ce sont des cousins, on se marie avec, on a des neveux qui sont de l'autre côté, eux aussi ils ont de notre côté. Donc ce ne sont pas des vrais étrangers, ce ne sont pas leur île, c'est juste un bout de notre terre. Et donc la question c'était d'abord ça pour moi quand j'étais à Madagascar. Il y a ce qu'on ressent dans l'intuition, dans l'expérience, et il y a ce qu'on lit dans les livres. Et, les frontières, nous, on les lisait dans les livres. Et dans les livres, on disait de nous, nos Malgaches, que nous sommes africains, asiatiques, etc., etc. Et alors que nous, on se sentait juste Malgaches. Et c'est vraiment en sortant de l'île qu'on se rend compte de tout cela, qu'on est africain, et pas tous les Africains, déjà. Et si on va, par exemple, en Afrique de l'Est, on se sent, avec la langue swahili, on entend des bouts de malgache. On va même plus loin jusqu'à Tahiti, on entend des bouts de malgache. Et de l'autre côté, dans les pays arabes, on entend de malgache aussi. Mais il faut sortir de l'île, il faut à un moment donné accepter que nous justement, nous sommes le peuple de la migration. Et les poètes qui cherchent à reconstituer le pays de la migration, il faut qu'ils aillent dans les îles. Parce que dans les îles, tous les peuples sont venus dans les îles. Les îles, l'histoire de peuplement des îles, c'est l'histoire des migrations du monde. Et lorsqu'on prend le cas de Madagascar, c'est les années 600, 500, il y a déjà des gens qui sont venus il y a la langue bantou, par exemple, c'est très très présent dans la langue malgache, mais nous, on ne le sait pas, parce que justement, on n'a pas de pays voisins qui parlent le bantou. On croit que tout ça, c'est du malgache, mais lorsque vous sortez, on se dit « Ah oui, d'accord, vous parlez comme ça ». Je croyais, par exemple, que le mot « maskin », c'était un vrai nom malgache, et « maskin », c'est-à-dire « pauvre ». C'est un mot arabe. C'est un mot arabe. Et ça, c'est au Rwanda que je l'ai entendu, en swahili. Et en fait, après aussi, il faut comprendre les choses. Et donc, le fait de se connaître soi-même, c'est reconnaître aussi les frontières qui existent dans le monde. Mais par contre, il faut faire une sorte de voyage intérieur qui peut être violent, de se dire que notre identité malgache n'est pas si originale que ça. Que c'est vraiment l'ensemble de toutes ces choses-là, mais qu'on a malaxé, on a travaillé, et puis c'est devenu cette culture malgache-là. Mais il faut vraiment déjà sortir. Et justement, c'est là où on se dit les frontières, c'est d'abord l'océan, et aussi les portes des ambassades. C'est le visa. Parce que même pour aller à Mozambique à côté, il n'y a pas de vol direct entre Mozambique et Madagascar, c'est 400 km, 1 heure de vol. Il faut passer par Paris, il faut passer par Djibouti, il faut passer par Mayotte, et donc il faut passer par l'ambassade de France avec les histoires de visa et tout cela. Et du coup, on se rend compte que on est presque emprisonné par le monde dans notre île. Parce que si on veut aller aux États-Unis, peut-être qu'on doit passer par Paris, et Paris va demander aussi des visas parce qu'on fait un transit à Charles de Gaulle. Et donc le monde s'introduit d'une manière assez violente lorsqu'on se rend compte qu'on a envie de voir autre chose que nous-mêmes. Et donc rencontrer l'autre à ce moment-là devient une sorte de voyage presque contre le monde.
en tout cas contre le monde qui donne les visas. Oui, en écoutant Jean-Luc, je me suis dit que j'ai pas... Effectivement, quand j'ai parlé de mon rapport à la frontière, j'ai oublié de dire que quand même je suis istanbouliote, c'est-à-dire voilà, la faille géologique qui a fait que l'Asie et l'Europe se rencontrent sur le Bosphore. Donc peut-être c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce petit texte que vous avez entendu tout à l'heure, la démarcation inscrite en moi. Voilà. Donc en t'écoutant, je me suis dit effectivement, là où on est né, ça a quand même un rapport avec ce qu'on écrit. Ouais. Et en même temps, on parle de Méditerranée. Il y a beaucoup de... il y a cette question de l'Orient et de l'Occident qui interroge beaucoup à Madagascar, parce que nous, on n'a pas cette... on s'inscrit pas en fait dans la géographie du monde occidental, oriental, africaine ou autre. On est Madagascar. Et lorsqu'on va nous qualifier d'Africains, on dit oui, parce que oui, mais ce n'est pas un sentiment spontané, ce n'est pas quelque chose de ressenti tout de suite, parce que justement on n'a pas de pays voisin, on n'a pas de pays voisin qui serait comme un miroir où on va se reconnaître. Et maintenant, avec Internet, les choses changent beaucoup plus. Mais avant, en fait, c'était plus compliqué. Et donc, il y a cette question Orient. Est-ce que c'est Orient-Asie? Est-ce que c'est Orient-l'Arabie? Et en même temps, on se dit, tiens, la Méditerranée, quand même, elle fait chier le monde. Hein? Depuis le temps des Romains et autres, ils sont en train de se battre, ils sont en train de se massacrer, et leurs conflits viennent jusqu'à l'océan Indien, leurs conflits viennent jusqu'à chez nous et changent le monde. Le Christ, il est sorti d'un désert, on ne sait pas où, de Palestine, et il dit que sa religion, c'est pour toute la planète, pour toute l'humanité. Le prophète, pareil. Et en même temps, on se dit, mais pourquoi les dieux africains ou les dieux malgaches n'ont pas cherché à faire les mêmes choses? Donc, à cet endroit-là. Donc vous avez le double privilège d'abord de ne pas chercher une hégémonie sur le monde, et l'autre privilège, c'est que vous vous posez toujours la question qui vous êtes. Ce qui, nous, dans le monde arabe, n'est pas du tout le cas. On a l'impression que nous savons très très bien, dans des certitudes extrêmement... oui, parce que chez nous, ça se voit dans nos physiques. Si je fais pousser mes cheveux, c'est c'est politique, tout ça. Ah bon? Ah, oui. C'est facile pour moi de lisser mes cheveux. Il suffit, comme on dit, d'un shampoing de blanc. Je rentre à Carrefour, je prends n'importe quel shampoing et ça marche pas avec mes cheveux, ça les lisse. Il me faut d'autres shampoings qui gardent mes cheveux comme ça. Mais normalement, avec ma couleur de peau, je dois faire asiatique, donc aux cheveux lisses. En tout cas, c'est la première fois que j'entends parler d'un shampoing blanc. J'avais entendu parler de colonisme blanc, de féminisme blanc, le shampoing blanc, c'est la dernière. Ou le shampoing des blancs, alors, si vous voulez. Et donc, à ce moment-là, c'est que quand vous voyez votre propre frère ou votre propre sœur qui est sorti du même ventre que votre mère, et votre mère n'a pas fauté, comme on dit, et l'autre est noir, vous êtes clair, vous êtes obligé de vous poser la question cette couleur-là, je les tiens des Arabes, ou je les tiens des Français, ou je les tiens des Bretons, ou je les tiens des Chinois, ou je les tiens des Africains, et après, quel Africain? Et ainsi de suite. Donc, oui, mais ça reste quand même un doute fondateur extraordinaire, moi je trouve. Est-ce que on doute, nous, dans le monde arabe, de ce que nous sommes? Il faudrait juste aussi que je sache, si nous avons le temps encore, parce que je voudrais poser, parce qu'il faut laisser aussi peut-être J'ai le temps, Sophie? Encore quoi, 5 minutes, 10 minutes? Parce qu'il y a une question peut-être que je poserai aussi à tous, qui est
responsabilité. Est-ce que l'idée d'un art engagé, l'idée de l'intellectuel dans le sens sartrien du terme, qui doit avoir un regard sur le sort du monde, est-ce qu'elle est la vôtre? Et est-ce que vous estimez que vous avez créé de quoi, au niveau de la vision, de la légende dans l'art, de quoi avoir des réponses à ce monde déboussolé? En fait, Parce que tu as parlé de responsabilité tout à l'heure. Oui, j'ai parlé de responsabilité. J'en suis désolé. Non, en fait, il est très difficile. Je vais essayer de faire court parce qu'on a très peu de temps. Antoine Vitesse parle de deux genres d'acteurs. Il parle des acteurs, des bons acteurs, ceux qui ont fait les grandes écoles, le Coq et tout ça, et qui sont capables de jouer n'importe quel rôle qu'un metteur en scène leur propose. Ils le jouent à merveille, mais c'est d'un ennui total. Après, il fait la différence avec les grands acteurs qui n'ont aucune technique, mais quand une fois ils montent sur scène, ils sont en train de mettre leur vie sur le al-mahak, sur une ligne très fine entre deux ravins. Où c'est une question de vie et de mort à chaque fois qu'ils font un pas ou qu'ils disent un mot sur scène. À mon avis, la responsabilité n'est pas une question judéo-chrétienne, pas judéo-chrétienne, parce qu'on parlait de judéo-christianisme durant votre présentation. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui est judéo-chrétien, mais qui est plutôt hellénisto-chrétien. Et dans cette culture hellénisto-chrétienne qui s'est répandue partout sur la planète, il y a cette question de volonté qui est très liée à la bonne conscience. Alors que pour cette question de responsabilité qui est très liée à la bonne conscience. Mais la responsabilité dont on parle au théâtre et dont on doit parler dans la vie vis-à-vis de tout ce qui se passe, c'est une question de est-ce que chaque action que je suis en train de faire est une vraie question de vie ou de mort, ou est-ce qu'elle est juste, je suis en train de la faire pour avoir une bonne conscience hellénisto-chrétienne ou hellénisto-musulmane, parce que maintenant on entre dans l'islam modéré qui est aussi une influence du libéralisme et qui a la même valeur. Mais est-ce qu'à un moment on a essayé de considérer la vie comme n'étant pas une résultante de paradigmes sortant de héros de livres sortis de la Méditerranée? Avec tout mon respect pour toutes les religions, moi, toutes les valeurs du catholicisme et de l'islam, je les ai intégrées en moi depuis mon enfance, pour raison de multiples religions dans ma famille. Mais est-ce qu'on a déjà essayé de jouer le jeu, de mettre sa propre vie, son propre corps, en dehors de tous ces paradigmes qui nous ont été inculqués, en dehors des paradigmes de la société moderne, qui chaque jour nous bourre, de... Comment? Comme on fait avec les oies pour le foie gras, nous gave de peur de l'autre, de peur de sortir du confort de notre canapé, du peur de perdre le droit d'aller et de manger du McDonald's ou de boire du Coca-Cola, le peur de perdre notre système de route et de la propreté de nos rues, et la peur qui nous mène à justifier l'humiliation quotidienne et la déshumanisation de l'autre. Est-ce qu'on a déjà joué ce jeu-là, juste d'être humain et de considérer que la mort avec laquelle on nous fait peur tout le temps, parce que c'est la mort qui vient de l'Est ou d'un autre côté, cette mort avec laquelle on nous fait peur tout le temps, à la base, est une réalité de la vie? C'est comme quand on nous fait peur tout le temps sur les paquets de cigarettes, on dit « fumer tue, fumer tue ». Mais est-ce qu'à un moment, quelqu'un a dit « fumer pourrait ne pas vous tuer » ou « ne pas fumer ne vous rend pas immortel ». Est-ce que agir de cette façon avec la peur de l'autre nous rend-elle immortels vraiment? Est-ce l'immortalité que nous cherchons par la sécurité compulsive en nous protégeant de l'autre? Donc c'est juste ça la responsabilité, c'est vraiment de considérer que la mort fait partie de la vie et que chaque action que nous devons faire est une question de vie ou de mort. Et c'est juste être un grand acteur de la vie et non pas un bon acteur de la vie.
C'est à vous. Est-ce que vous êtes engagé dans j'allais dire le même émoi? Est-ce que ce mot d'engagement, de responsabilité vous parle? Et est-ce que le regard ou l'engagement féminin a une spécificité? Alors d'abord la première question, peut-être que la responsabilité, moi je ne pose pas cette question en termes de responsabilité, je me dis jamais tiens je me sens responsable, il faut que... Mais il y a un moment donné, il y a quelque chose qui devient insupportable et je suis obligée d'écrire dessus, je ne peux pas faire autrement. C'est comme par exemple quand il y a eu ce soulèvement en 2013 à l'intérieur d'Istanbul que j'ai suivi de près, ils ont tué 6 gamins qui étaient comme mes enfants, enfin ils étaient en tongs, en t-shirt, avec des sacs à dos, ils étaient juste là pour protéger un parc et on leur a tiré dessus. C'était pour moi impossible de rester muette à ce moment-là. Donc c'est vrai que là, quand on écrit quelque chose, on prend ses responsabilités parce qu'on sait qu'on peut vous tomber dessus en plus. Mais voilà, c'est des moments comme ça où quelque chose devient insupportable. Et là, je prends... d'abord, il y a le premier jet où c'est effectivement, comme tu dis, c'est comme si ma vie en dépendait. J'écris avec une grande colère comme ça, comme si je vomissais pendant des jours des mots. Et puis après, il y a la CDF technicienne qui entre en jeu et qui dit « Attends, là, c'est pas bon, on va couper la moitié de ce texte, il faut le structurer comme ça. » Enfin, après, on réfléchit en termes de dramaturgie. Et ensuite vient le moment de... Parce que je trouve que c'est notre privilège, nous, les auteurs dramatiques. On n'est pas comme des romanciers, on écrit seul et c'est quelqu'un seul dans une chambre qui lit. Nous, notre bonheur, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail seul, qui est quand même difficile, etc., après, il y a toute une troupe et souvent les comédiens, les costumiers, les vidéastes sont tous des gens très rigolos et donc tous ensemble, après, on raconte avec joie, même si l'histoire est grave. Moi, j'aime les troupes joyeuses et tous ensemble, on raconte une histoire d'une manière joyeuse. Même si, même si on parle de la mort, mais c'est comme la tragédie grecque. Hein, voilà. Donc, moi, je mets ma responsabilité là, mais jamais en me disant, en tant qu'intellectuel, d'abord, je me considère comme le contraire d'un intellectuel, c'est-à-dire une émotive. Donc, voilà, je trouve qu'intellectuels, ce sont les universitaires, ce sont les chercheurs, les sociologues. Je trouve que les auteurs, oui, on lit, évidemment, mais après, ça passe par l'émotion, ce qu'on raconte. La fiction, enfin, moi, je n'écris pas des documentaires, j'écris des fictions. Donc, je suis mon émotion, je suis un personnage, je suis une situation, et je me dis jamais... J'ai ma responsabilité d'intellectuel à ce moment précis de l'histoire. Non, je crois que je me prends pas au sérieux à ce point-là, je crois. Et quand vous l'écrivez, est-ce que vous sentez qu'il y a un rapport au monde, au problème du monde, qui est spécifiquement féminin ou non ? Oui, il y avait cette partie de la question, oui. En fait, il y a quelques années, je détestais qu'on m'invite en tant qu'auteure femme. Maintenant, je me dis, ça va tellement mal que oui, je prends toutes les occasions pour parler il y a un renouveau du féminisme et il faut à tout prix, bec et ongle, défendre parce qu'on a vu en Turquie, en 14 ans, comment soudain tous ces acquis sont partis en fumée et je pense qu'on n'est pas du tout à l'abri en France. Donc du coup, oui, les droits des femmes, oui, la laïcité dans l'espace public, oui, maintenant je me considère vraiment comme une auteure féministe, oui, mais ça ne veut pas dire que, une fois de plus, je ne me positionne pas, il y a Virginia Woolf, il y a ça, et moi, non, pas du tout. Mais quand je raconte une histoire de femme, je fais attention à ce qu'on dise quand même que c'est une histoire de femme, alors qu'avant, je n'aimais pas qu'on le dise. Voilà. D'accord. Camille, est-ce que vous êtes responsable de quelque chose ? Vous sentez comme tel ? Alors, je pense que nous, la responsabilité qu'on a très clairement, c'est de décider de porter des artistes dont les films n'existeraient pas sinon. Et Avi Mograbi en est un exemple depuis plus de 20 ans parce que ces films ne se financent pas en Israël et ne se financeront jamais et que finalement, c'est un auteur qui est le poil à gratter d'Israël et qui, en même temps, regarde sans concession, dénonce aussi et se questionne sur ce pays et
schizophrénie de cet État démocratique, mais aussi État religieux, et c'est autour de ça que quand même il réfléchit beaucoup et qui pose beaucoup de questions sur le fonctionnement du pays. Et les films d'Avi Moghrabi sont financés en France. Et donc je pense que ça, oui, c'est une responsabilité, c'est d'aider ces auteurs-là à pouvoir à avoir les moyens de travailler. Et après, avec par exemple, tout le monde ne peut pas le faire, mais Israël est suffisamment complexe pour que Avi Moghrabi vive en Israël. Et c'est ça que je trouve très intéressant, que c'est quelqu'un qui interroge son pays et la politique et les hommes politiques du pays dans lequel il est inscrit et dont il est un acteur quotidien. Voilà. Et après, je pense que l'autre responsabilité, c'est pas une responsabilité. On n'a pas de réponse, moi je crois. Tout à l'heure, je vous entendais dire le mot réponse. On peut pas apporter de réponse, en fait, je crois. Par contre, je pense que on a une espèce d'obligation de poser des questions et de faire en sorte que les gens se questionnent. Et ça passe les frontières. Et tout à l'heure, dans la discussion, on me faisait penser à un film qu'on a fait l'année dernière qui s'appelle donc Chacun s'abonne de Maher Abisamra, qui est un film qui interroge en premier plan, on va dire, la société libanaise, puisque c'est vraiment sur la question du, entre guillemets, trafic des bonnes au Liban, puisque c'est très institutionnalisé qu'au Liban, on ait une bonne chez soi, quelle que soit en fait la classe sociale, et que c'est quelque chose qui s'est vraiment généralisé. Et ce sont souvent, en fonction des moyens de la famille, des bonnes qui vont venir des Philippines si on a de l'argent, d'Érythrée, voilà, il y a une espèce de hiérarchisation comme ça, mais c'est devenu une nécessité sociale presque. Et en faisant ce film, Maher Abisamra, qui a lui-même dans sa famille une bonne, etc., donc qui est complètement inscrit dans ce système qui vient questionner, en fait, voulait ouvrir la question de façon beaucoup plus large à la question de la servitude et qu'est-ce qu'on fabrique tous. Et là, ça passe toutes les frontières et ça concerne tout le monde. Et ça concerne nous, occidentaux, femmes travaillant avec une femme de ménage qui vient régulièrement à la maison. Ça questionne d'un seul coup tous ces vêtements achetés chez H&M qui sont faits au Bangladesh par des gens qui gagnent absolument rien. Et en fait, on a été assez surpris quand le film est sorti parce qu'il a eu plusieurs prix, et notamment des prix des droits de l'homme, des choses comme ça. Et en fait, à un moment donné, avec Maher, on s'est dit, c'est étonnant, en fait, ces prix des droits de l'homme, je pense qu'on les a parce que les gens me félicitent d'avoir regardé juste ma société, mais non pas regardé plus largement et plus loin, et non pas ouvert et passé la frontière pour regarder comment ça se passe chez eux. Et par exemple, nous en France, je veux dire, on a de plus en plus, et c'est en train de grossir énormément, alors on le dit avec beaucoup de décontraction, mais c'est super d'avoir une nounou qui parle couramment anglais parce qu'elle est étrangère et qui comme ça et apprend l'anglais et élève nos enfants. Mais en fait, c'est très compliqué, c'est aussi des gens qui viennent d'ailleurs. Une Philippine, pourquoi est-ce qu'elle a quitté son pays, etc. Donc voilà, ça emmène, après je pourrais vous parler des heures du film, mais ce côté de rester dans le petit bout de la lorgnette ou de décider de regarder plus large, voilà. Alors, et après, les questions, il y en a qui les attrapent, d'autres pas. Mais voilà, je pense qu'on a une responsabilité à questionner. Voilà. Raïm Anana, je vous file la dernière responsabilité de terminer peut-être en nous faisant rêver. La poésie, quelque chose de... Ben oui, il nous faut un rêve, une légende. Il nous faut reprendre foi dans la vie et traverser quand même les frontières. Et la poésie le fait. Vous, comment vous pouvez nous redonner confiance? En fait, être poète, c'est comme la pellicule. Il faut être sensible à tout. Il faut accepter d'être agressé par ce qu'on voit, être empreint de quelque chose. Donc on a des yeux, on a des oreilles, on a une bouche pour parler, on a tout pour voir le monde en fait. Et que les yeux voient tout. Mais c'est notre esprit qui sélectionne. Mais on a la capacité de tout voir. On a la capacité de tout entendre. Et à partir de là, la langue aussi, la langue, elle vient de très loin. La langue, elle existe depuis des milliers et des milliers d'années. Il suffit de rester sur un mot pour que ce mot-là nous raconte l'histoire de l'humanité à travers
à travers juste le filtre de ce mot-là, il a énormément de choses à faire. Et c'est pour ça que la poésie aussi, c'est un temps d'arrêt. On s'arrête un moment de se dire toute cette richesse du monde, comment on peut entrer dedans, comment on peut être sensible à tout ce que le monde nous raconte. Et être sensible à tout ce que le monde nous raconte, c'est aussi enlever tous les préjugés, enlever les idéologies, enlever l'ignorance, évidemment. Et ce qui fait que il y a le terme que j'aime beaucoup en malgache, c'est le vansoufne, c'est-à-dire l'héritage de l'oreille. C'est qu'on entend des choses, ça passe pas comme ça et ça ressort pas là, non, ça laisse des empreintes quelque part. Et c'est comme ça, par exemple, que j'ai entendu lorsque, pendant l'enfance, j'ai entendu ce que j'appelle les vieux, mais ils n'étaient pas si vieux que ça. Lorsque je les entendais raconter des histoires, je les prends et puis je les transforme. Et c'est comme ça, par exemple, que j'ai entendu parler de 1947, de la rébellion de 1947. Et puis à partir du moment où vous écoutez ces personnes-là qui racontent la répression française contre l'insurrection à Madagascar, vous n'en sortez pas indemne. Qu'est-ce que vous en faites de tout ce que vous avez hérité? Donc pour moi, il est plus une question d'héritage d'abord. On hérite la parole des autres, on hérite de la voix des autres. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de cette voix-là? Est-ce qu'on va juste rester à pleurer? Est-ce qu'on va juste rester dans la haine? Est-ce qu'on va juste rester dans des choses mauvaises? Ou est-ce qu'on va reprendre cette parole-là et puis le passer à d'autres, mais en mieux? Et donc la poésie, pour moi, c'est un peu ça aussi. C'est ne pas ignorer les douleurs qui sont passées, mais cette parole-là mûrit en vous et vous devez la redonner meilleure. Pouvoir en construire avec. Voilà. Merci sur ces mots positifs. On va peut-être passer la parole au public si vous avez des questions. Monsieur ? Je vais poser la question à tous les intervenants, plus précisément à Jean-Claude. En tant qu'artiste de ce niveau, est-ce que vous êtes d'accord avec moi de penser que le premier territoire, c'est l'homme, c'est son être? Puisqu'il y a un mot qu'on attribue à un État et à un être humain. On dit intégrité territoriale. Et nous avons ce même mot aussi, qui dit intégrité physique. Est-ce que le premier territoire à défendre, ce n'est pas l'être en tant qu'humain, en tant que monade, pour parler comme au XVIIe siècle? Je ne sais pas. Moi, je dirais non. Je dirais non. C'est pas que je suis contre l'homme, mais pour moi, l'homme n'est qu'une partie de l'univers. Il n'est qu'une petite partie de la Terre. Et donc, à un moment donné, quand je me pose comme ça en tant qu'être humain, je ne me sens pas plus légitime qu'un chien d'exister. Et pourquoi le territoire doit être simplement pour un homme? Évidemment, si l'homme traite mieux la terre où il vit, il y a tellement de choses qu'on doit... par exemple, pourquoi il y a eu beaucoup de peuples qui passent leur temps à regarder le coucher du soleil? Dites, pourquoi? Est-ce que c'est seulement l'homme en eux qu'ils vont regarder, ou est-ce que ça va au-delà de la question de l'homme? Et donc moi, j'aime aussi que les arbres me racontent leur histoire. J'aime que la terre me raconte des histoires. J'aime m'ouvrir plus loin que l'intégrité humaine.
Et évidemment, cette question-là, elle est centrale. Et après, la langue française a ceci de piégeux, c'est qu'il y a le féminin et le masculin. Donc lorsqu'on parle de l'homme, est-ce qu'on parle de l'être humain ou est-ce qu'on parle de l'homme masculin? Est-ce qu'on parle de la femme? Et quand on parle d'intégrité de l'homme, qu'est-ce qu'on entend par là? Quelle définition de l'homme on va se donner d'abord? Et je pense que cette définition de l'homme ne doit pas se faire simplement en fonction de l'humanité, mais on doit aussi se redéfinir par rapport au monde dans lequel nous vivons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça nous laisse sans voix. Merci à tous et à très bientôt. Merci à Orléans et à l'année prochaine. Merci à vous. Bien, mais il me vient l'honneur de conclure. Alors je ne vais pas vous refaire tout un discours, mais quelques mots simplement. D'abord pour remercier nos amis et Madame Zahoui qui pendant 1 heure, 1 heure et demie nous a fait bien sentir que, comme disait Victor Hugo, l'art n'a pas de frontières. Et justement, tout ce qui a pu être dit révélait beaucoup, sous une forme souvent poétique, des conflits ou des paradoxes, ou au contraire des certitudes qui ont été développées dans toutes les tables rondes, qui ont abordé aussi bien des propos de géopolitique que des propos de conflits intérieurs, que des propos de conflits intérieurs à chacune des personnes, avec la reconnaissance de nouvelles citoyennetés. Enfin bref, des débats qui ont été éminemment riches. Ça m'amène à travers eux à remercier tous les contributeurs, ces 33 intellectuels, on les dit comme ça, hein, même sensibles, et venus des 22 pays qui honorent les voix d'Orléans, et cette invitation qui est faite justement à parler à un point sur notre petite terre, dans notre bonne ville d'Orléans, de ces questions qui sont des questions qui ramènent, me semble-t-il, les questions politiques au bon niveau de ce qu'elles doivent être. Parce que, comme je le dis souvent, la bataille des idées, c'est des combats qui se mènent tous les jours, quelle que soit l'appartenance ou les choix qu'individuellement on peut faire, mais sur lesquels on peut se retrouver dès lors que, justement, on touche les racines de celles qui ont fondé toutes les grandes évolutions qui ont conduit quand même les peuples, certes, à continuer à se faire parfois la guerre, mais aussi à bâtir du progrès et de l'espérance. Le progrès, chère Nathalie, ce sera sans doute le thème de la 3e édition. C'était un thème qui nous est venu lorsqu'on s'est réunis lors du dernier comité scientifique. Alors je les appelle comme ça, hein, ils savent. Je connais leur modestie, elle n'a pas à en rougir, mais je tiens à les saluer parce qu'ils nous ont accompagnés toute cette année pour bâtir la programmation que vous avez vue ce soir. Et quand on discutait de quelques points, l'idée que justement, des progrès scientifiques, toujours dans l'histoire des idées, ont parfois pu apparaître comme étant favorables à l'homme et dans leur application désastreux pour lui. Cette notion de progrès, d'utilité du progrès, le progrès, comment créer les conditions pour que le progrès soit utile, c'est quelque chose qui revient, là encore, à poser les questions de ce qui est universel chez l'homme et qui fait que, il a, par rapport à cette notion, constamment un dialogue avec la science. La science, c'est pas qu'une juxtaposition d'équations. C'est ce qui avait été dit tout à l'heure. C'est avant tout une approche philosophique de la nature, de notre environnement. Des milliers d'années nous précèdent pour en témoigner. Et quand on retire cet aspect-là de l'approche strictement scientifique, on peut aboutir à des catastrophes. Et je trouve que c'est intéressant
qu'à l'aune de ce qui compose justement la francophonie, l'universalisme qui le nourrit, à partir de là, on se pose très modestement, mais avec justement à la fois une forme d'impertinence dans certains propos, de conviction dans d'autres, d'expertise, parce que c'était là aussi souvent la tenue des propos d'hier et d'aujourd'hui, et bien qu'on se pose ces questions-là, je pense qu'on y répondrait, et ça serait une très belle illustration pour les 3e voix d'Orléans. Et puis l'année prochaine, Chafazia, j'espère qu'on aura avancé sur cette idée du Parlement des écrivaines qui nous tient à cœur tous les deux. Alors moi, je ne serai pas dans le Parlement, ça me changera, mais vous aurez sûrement beaucoup de compagnes autour de vous et on va se donner une petite année pour bâtir les principes de cette aventure parce que je pense qu'il est important, là encore, et c'était ce dont j'avais été convaincu l'année dernière, que parfois des interpellations puissent être faites. On est 2 parlementaires ici. Et parfois, on aimerait bien avoir une parole moins codée, plus libre, qui exprime ce que l'on pense au fond de nous-mêmes et qui ne peut pas forcément être dite, sinon avec beaucoup de périphrases. Alors qu'elles ont la vigueur, la clairvoyance, on le disait tout à l'heure, pas l'impertinence, mais justement cette vaillance-là pour pouvoir le dire. Donc ce sera une belle aventure et je suis extrêmement heureux qu'elle ait lieu à Orléans. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci donc encore aux équipes, chère Sophie Ferkatadji. Puis je conclure comme ça. Applaudissez-la.